Salut Internet. Iron Man, Wonder Woman, Superman, Spider-Man, Batman, Yugi-Man, Morgan Freeman et tous ces bons gars qui finissent en man, vous pensez tout connaître d'eux, que leur univers vous est familier? Je vous ai dégoté 77 anecdotes complètement folles sur les super-héros et je vous mets au défi de toutes les connaître. N'hésitez pas à compter combien vous en avez et à me mettre ça en commentaire. À vos scores Internet, c'est parti. Michael Jackson a failli racheter Marvel. À la fin des années 90, début des années 2000, la société Marvel allait mal, très mal, au point que Michael Jackson et Stan Lee ont été en discussion pour s'allier et racheter l'entreprise. On le sait, ça ne s'est pas fait, mais je veux juste conclure ce fait sur cette info. Michael Jackson était un très grand fan de Spider-Man, à tel point qu'il a voulu l'incarner à l'écran. Après Michael l'extraterrestre, Michael l'homme araignée. Je me demande ce que ça aurait pu donner. Attention, information qui va vous retourner le cerveau. Avant les Indestructibles, Pixar avait sorti Toy Story, 1001 pattes, Toy Story 2, Monstres et compagnie et Le Monde de Nemo. Les Indestructibles est donc le premier film Pixar dont les héros sont des humains. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais ça a fait des ravages chez moi, vraiment. Je vous laisse méditer là-dessus. En France, le terme comics est devenu un genre à part entière qui désigne une bande dessinée américaine qui raconte l'histoire d'un super-héros. Alors qu'aux États-Unis, le terme comics est beaucoup plus générique et désigne la bande dessinée dans son ensemble. Typiquement, là-bas, Tintin est considéré comme un comics, de la même manière que les Schtroumpfs ou encore Astérix. Le plus grand super-héros du monde est Bananaman. Riez pas, c'était un vrai truc qui date des années 80 de l'autre côté de la Manche. L'humour est vraiment très british, c'est hyper excentrique et une belle caricature des autres super-héros. Par exemple, Bananaman vient de la Lune et c'est pour ça qu'il retrouve ses pouvoirs dès qu'il mange une banane. Vous voyez pas tout de suite le lien avec la Lune, une banane? La banane, ça ressemble un petit peu à un croissant de lune. Faut la chercher un petit peu loin celle-là, je suis d'accord. S'inspirer des super-héros, je peux comprendre. Mais pour certains, cette admiration prend des tournures quelque peu extrêmes. En Inde, un ado de 15 ans s'est injecté, non pas de l'adamantium qui n'existe que dans l'univers Marvel, mais du mercure dans les veines pour devenir Wolverine. Comment vous dire que c'est un peu dangereux? Heureusement, la dose qu'il s'est injectée n'était pas assez forte pour le tuer, mais il s'en tire tout de même avec plusieurs greffes de la peau pour attraper ça. Et si on profitait de cette vidéo pour découvrir des super-héros d'autres cultures? On connaît bien tous ceux créés aux États-Unis ou en Europe, mais beaucoup moins les autres. Voici donc notre super jingle, le tour du monde des héros. Et on commence avec Jet Jungle. Il vient d'Afrique du Sud, a été créé en 1972 et on le trouvait à la radio. Oui, parce qu'avant d'avoir le droit à une version papier, c'était surtout le personnage d'une série audio diffusée sur la station Springbok Radio. Accompagné de sa panthère noire Jupiter, il luttait contre les criminels et occasionnellement contre les extraterrestres. Encore mieux que les Avengers, les Pet Avengers. Un comics sorti en 2009 qui réunit plusieurs animaux Avengers, tous apparus dans l'univers Marvel à des époques différentes. On y retrouve un personnage sorti dans les années 80 et que je trouve extraordinaire, Throg. C'est littéralement un jeu de mots entre Thor et Frog, la grenouille en anglais. Son marteau est même un morceau du marteau légendaire de Thor. Franchement, avec une telle force, ça doit faire des bonnes petites cuisses bien charnues, ça. Mieux encore que Throg, Peter Porker, alias Spider-Ham. Le jeu de mots est difficilement traduisible en français, mais en gros, ça donne Peter le porc, alias Spider Jambon. C'est un vrai héros de la franchise Marvel, sorti en 83. Par contre, son histoire, c'est littéralement le monde à l'envers. Peter est une araignée qui s'est fait mordre par un cochon. Sa planète se situe dans un univers parallèle et la population est constituée d'animaux anthropomorphes, en gros qui se comportent comme des humains. Tout ça pour dire que Homer, il était pas tant dans le faux quand il chantait Spider Cochon. Les super-héros, c'est un peu notre mythologie à nous. Des gros bras musclés, de belles valeurs et des pouvoirs pas possibles qui combattent le mal. Des chercheurs expliquent qu'ils répondent au besoin de se raconter des histoires pour se rassurer dans des périodes troubles et inquiétantes. C'est pas pour rien que les super-héros sont très populaires à la sortie de la guerre. Coucou Captain America. L'abréviation DC, de DC Comics, signifie Detective Comics. Ça donne Detective Comics. Il y a quelques années, Marvel a ressorti des archives improbables. Des lettres envoyées dans la rubrique Courrier des lecteurs des 4 Fantastiques par George Martin, l'auteur de Game of Thrones. À l'époque, dans les années 60, il n'était qu'un adolescent, mais il n'hésitait pas à pointer le meilleur comme le moins bon des œuvres de Stan Lee et
et Jack Kirby, les co-créateurs de l'univers Marvel. Plus tard, Martin a déclaré que ces courriers étaient ses toutes premières publications et que l'univers Marvel avait participé à forger son imaginaire et ses personnages. Charles Moulton, le créateur de Wonder Woman, est un personnage assez sulfureux des années 40. Ce psychologue diplômé d'Harvard, connu comme un des pères du détecteur de mensonges, avait des pratiques plutôt avant-gardistes pour l'époque. Se revendiquant grand féministe, polyamoureux, fétichiste et adepte d'attacher des gens, si vous voyez ce que je veux dire, il a fait de son héroïne l'incarnation de cette liberté. Les premiers exemplaires du comics sont d'ailleurs assez ambigus. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi Wonder Woman a un lasso, je pense que vous avez une partie de la réponse. Le tour du monde des héros. Je vous présente Super Cholita. C'est vrai qu'elle a un air d'Astro Boy, mais ne vous trompez pas, il s'agit d'une super héroïne bolivienne. C'est un personnage très populaire et très connu là-bas. Pour vous dire, le président Evo Morales lui-même vient lui demander de l'aide dans le premier numéro de la série. Le même Evo Morales qui avait conseillé au pape de consommer des feuilles de coca, parce que c'est bon pour la santé. Dans l'univers Marvel, il existe un mutant très puissant, le Père Noël. Depuis 1955, il est apparu dans plusieurs comics Marvel et a même eu droit à un épisode spécial en 91 dans lequel il transforme les mauvais mutants en figurines. La même année, DC Comics a proposé une version de l'histoire plus sombre et autoritaire, genre très autoritaire, du style où le héros, qui est un peu méchant quand même, utilise l'atelier du Père Noël pour fabriquer quelques armes atomiques. On a connu un peu plus festif pour célébrer Noël. Et sinon, pour conclure sur une note plus joyeuse, voici Son of Santa, le fils du Père Noël. C'est une vérité, Superman est le super-héros le plus fort. Attendez avant de vous insurger, c'est pas moi qui le dis, c'est des études scientifiques. Le youtubeur Vsauce3 explique hyper bien pourquoi. Je vous résume ça, selon les comics, Superman irait à la vitesse de la lumière. Bon, étant donné que les lois de la physique ne permettent pas que la vitesse de la lumière soit dépassée, il calcule 99% de la vitesse de la lumière, grosso modo 300 millions de mètres par seconde. Maintenant, si le poing de Superman pèse 300 grammes, la puissance qu'atteindrait un coup de poing équivaudrait à 25 mégatonnes de TNT ou 2800 fois la bombe d'Hiroshima. Voilà, ça devrait vous convaincre que Superman est vraiment un mec super effrayant. Depuis les premiers sortis en 2008, les films du MCU ont rapporté plus de 29 milliards de dollars. 29 milliards, c'est l'équivalent du PIB du Honduras, ou environ 622 fois le box-office d'Astérix et l'Empire du Milieu. Et en plus, je ne parle que des films. Imaginez si on ajoute les séries et tout le merchandising lié à toutes les franchises. Ça fait du pognon. La popularité des comics a beaucoup varié depuis le siècle dernier. De nos jours, les super-héros de BD sont partout, mais dans les années 70 et 80, l'industrie a connu une période creuse. C'est ce qu'on appelle la période de bronze. Elle est la conséquence de plusieurs facteurs. Le départ du dessinateur Jack Kirby de Marvel pour DC, l'inflation et l'augmentation du prix du magazine, plus le développement de sujets un peu moins fun, beaucoup plus réalistes, comme l'alcool ou les stupéfiants. C'est l'arrivée de Secret Wars et de Crisis on Infinite Earth qui sort les comics de l'eau vers le milieu des années 80. Nos lointains ancêtres n'avaient évidemment pas les Avengers, ni aucun héros avec des pouvoirs hyper cheatés, mais ils avaient les 9 preux. Cette ligue de super-héros du Moyen-Âge était composée de chevaliers répartis en 3 triades. Il y avait ceux de l'Ancien Testament, Josué, le roi David et Judas Maccabée. Il y avait les païens, Hector de Troie, Alexandre le Grand et Jules César. Et il y avait évidemment les chrétiens, Godefroy de Bouillon, le roi Arthur et Charlemagne. Ils incarnaient tous l'idéal chevaleresque, dans les grandes lignes, être courtois, protéger les plus faibles. Ils apparaissent pour la première fois sous la plume de Jacques Longuyon vers 1312 et très rapidement, ils se retrouvent partout en Europe, dans les tapisseries, dans des objets d'ornement ou encore dans les jeux de cartes. Dans Captain America et le soldat de l'hiver, Steve se trimballe un carnet dans lequel il note tous les trucs qu'il a manqués pendant sa période de hibernatus. Ce qui est écrit diffère en fonction des pays où est diffusé le film. Aux États-Unis, vous pourrez y lire Nirvana et Steve Jobs, alors qu'en France, c'est plutôt Daft Punk, Louis de Funès et le 5e élément. En 2012, une maman a écrit à Marvel car son fils refusait de porter son appareil auditif, expliquant que, attendez, les super-héros ne portent pas d'appareil auditif. Résultat, Marvel lui a envoyé 3 choses. Un comics de 1983 où Hawkeye perd son audition et se retrouve obligé de porter un appareil auditif. Une planche qui représente le petit garçon en super-héros Blue Ear et un dessin où il est l'acolyte de Hawkeye. Blue Ear est ensuite apparu dans quelques histoires aux côtés de Tony Stark notamment. Le tour du monde des héros.
Les Indiens ne sont pas en reste car ils sont protégés par le grand et l'unique Mr. India. Dès sa première apparition en 87, il a explosé le box-office au cinéma et a rapporté des millions de dollars. Il a d'ailleurs propulsé le réalisateur Shekhar Kapoor, aujourd'hui multi-récompensé, sur le devant de la scène. Et si vous vous demandez quel pouvoir peut bien avoir Mr. India, eh bien, en plus de son charisme légendaire, il a une espèce de petite montre qui le rend invisible. Sinon, il a aussi une meuf, journaliste, tout comme Lois de Superman. Supaidaman est une version japonaise de Spider-Man. Et il est un parfait exemple du what the fuck japonais. Grâce à son bracelet venu de l'espace, le héros peut enfiler son costume, prendre la pose à côté de tuyaux, voler dans son super vaisseau à tête de lion qui fait un peu Power Rangers quand même, et le transformer en robot chevalier. Balancer des fils d'araignée à tout va contre des méchants qui prennent le taxi pour aller s'affronter sur le champ de bataille. Et toute cette aberration a duré 41 épisodes. Je vous invite à découvrir ça, mais attention, ça a peut-être un tout petit peu mal vieilli. On a tous notre super-héros préféré. Sachez que le mien est assez particulier parce qu'il n'a pas de pouvoir incroyable, à part son charisme légendaire. Le bon Juge Dredd. En France, on l'a surtout connu dans les années 90, dans le film avec Stallone. La loi, c'est moi et l'ordre. Mais c'est avant tout un héros de bande dessinée et de comics. Il a même eu droit à quelques éditions chez DC Comics, dont un crossover incroyable avec Batman. Batman et Juge Dredd. Il faut que je mette la main là-dessus. Bref, messieurs, dames, si vous ne connaissez pas Juge Dredd, foncez découvrir ce film culte. Turbosulfateuse. Il y a les super-héros au pouvoir stylé, et puis il y a les autres. J'ai dû faire un choix parce que entre mange-matière, qui mange et digère n'importe quelle matière, Zeitgeist, qui crache du vomi, qui dissout n'importe quoi, ou encore Armful of Boy, qui porte très bien son nom parce que son super-pouvoir est de détacher ses membres pour s'en servir comme gourdin, c'était dur de choisir. Mais j'ai finalement décidé de vous parler de Fluff, un super-héros Marvel qui peut produire des peluches de nombril. Et selon Fluff lui-même, il peut changer leur composition chimique. Au vu de la réaction de cette femme, ça a pas l'air d'être hyper fou comme pouvoir, en plus d'être un petit peu dégueu. En 2016, l'université de Victoria, au Canada, a proposé un cours intitulé « La science de Batman ». Les cours visaient à analyser et expliquer l'extrême adaptabilité du corps humain au travers de la figure de Batman. En gros, expliquer comment Bruce Wayne a évolué en s'habituant à l'exercice et aux blessures. Les créateurs de super-héros de comics n'hésitent pas à s'inspirer directement de la réalité. Iron Man a été inspiré par Howard Hughes, un aviateur, constructeur aéronautique, homme d'affaires et réalisateur américain. Il y a aussi Arlene Sorkin, une actrice américaine qui a inspiré Harley Quinn et qui est devenue sa voix officielle dans la série animée de 92. Et évidemment, il y en a plein d'autres. Je sais pas à quel point ça mérite une vidéo dédiée. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. Moi, j'aime bien vous écouter, vous savez. Selon l'historien du cinéma Raymond Steadman, l'acteur Dick Purcell, connu pour avoir incarné Captain America en 44, serait mort suite à l'intensité du tournage. Son cœur aurait lâché après avoir tourné les 15 parties du film à épisodes. Petite parenthèse, les films à épisodes, c'était des films divisés en plusieurs parties et diffusés dans un même cinéma sur plusieurs jours. C'était très populaire pendant la première moitié du XXe siècle. Et d'ailleurs, c'était la toute première sortie sur grand écran d'un personnage Marvel. Jim Lee est actuellement le directeur de la création chez DC Comics. Au début des années 90, il a créé la succursale Wildstorm ainsi que le comics Death Blow. Comics dont le style ressemblait très fortement à celui de Sin City, le comics de Frank Miller. Ce dernier l'a remarqué et n'a pas hésité à faire comprendre ce qu'il pensait de cet hommage dans une page de son comics. Ça, c'est Death Blow qui se fait écraser par Marv. Je pense que le message est passé entre les deux hommes. Je pense que si je vous dis que Black Panther a été inspiré par Malcolm X ou Martin Luther King, je vous apprends pas grand chose. Mais est-ce que vous savez à qui fait référence les guerrières du Wakanda? Les Agodjier étaient des guerrières d'élite du royaume du Dahomey au Bénin. Elles étaient entraînées dès l'enfance à devenir de vraies machines de guerre sans aucune pitié. Si elles portaient le crâne rasé comme dans le film, elles ont utilisé au cours du temps non pas des lances, mais des fusils, des machettes ou encore des arcs. L'histoire de ces femmes est ultra complexe mais fascinante. Je vous encourage à fouiller si ça vous intéresse, c'est vraiment passionnant. Marvel est connu pour être un multivers. Comprenez, un ensemble d'univers et de mondes parallèles. Les personnages évoluent dans des planètes Terre différentes dont chaque univers est référencé par numéro. Par curiosité, je me suis demandé combien il y en avait, et selon une grosse database que j'ai trouvée, il en existe au minimum 2895, et encore elles y sont pas toutes. Les premiers à avoir intégré un homme araignée à leur univers sont les gars de DC Comics, et pas Marvel. C'était en 1941, soit plus de 20 ans avant la première apparition du Spider-Man qu'on connaît. Ce héros fait des toiles avec des petits pistolets, il rampe sur les murs, il se balance dans les airs, tout comme Peter Parker, sauf que lui s'appelle Tarantula, de son vrai nom John Law. Le tour du monde des héros.
Captain Canuck est le héros que le Canada attendait. Publié pour la première fois en 75, c'est un super-héros doté d'une super force qui évolue dans le monde futuriste de 1993 où le Canada est devenu le pays le plus puissant du monde. Je me demande vraiment à quoi ressemblerait le monde si une telle chose arrivait dans la vraie vie. On vivrait probablement d'amour et de Poutine. Ce n'est pas Nick Fury qui a inspiré Samuel Jackson, c'est l'inverse. Je vous explique. Dans les années 2000, la société Marvel était au bord du gouffre. Mark Millar, un scénariste, a alors proposé de redessiner des personnages déjà existants pour dynamiser l'univers Marvel. À ce moment-là, Samuel Jackson est au top de sa carrière, avec notamment les films avec Tarantino. Vous me voyez venir, il inspire le nouveau Nick Fury. Sauf que Samuel, il était pas très content parce qu'on lui a pas demandé son avis avant d'utiliser son image. Forcément, petit procès aux fesses. Heureusement, tout s'est bien fini car l'acteur a juste négocié le fait d'être la seule personne légalement autorisée à interpréter le rôle. Le CCA, le Comic Code Authority, était une organisation chargée de réglementer les comics. Concrètement, elle a émis plusieurs interdictions concernant les représentations et certains comportements entre 1954 et 2011. Parmi ces règles, on trouvait l'interdiction de ridiculiser une figure d'autorité, l'interdiction de représenter des cartes postales de pin-up, ou encore l'interdiction de faire apparaître des vampires, des loups-garous et des zombies. Cet organisme n'existe officiellement plus depuis 2011. Et heureusement que cette organisation n'existe plus, car elle n'aurait pas permis la rencontre entre les Avengers et l'attaque des Titans. Cette folie est sortie en 2014 au Japon et en 2015 aux États-Unis, et des crossovers complètement dingues, il en existe plusieurs. Les Avengers qui se rendent au Late Night de David Letterman, les Avengers qui se battent contre Godzilla, Spider-Man au Saturday Night Live, mais surtout Batman qui a eu des crossovers avec à peu près tout le monde, comme Judge Dredd par exemple. Le chanteur Elvis Presley se serait inspiré de Captain Marvel Jr. pour sa coupe de cheveux mythique. C'est une légende assez connue dans le milieu, mais ce qui est certain en revanche, c'est qu'Elvis était un grand fan du comics. Si vous visitez son appartement à Memphis, le lieu où il a vécu lorsqu'il était enfant, un comics de Captain Marvel Jr. est visible dans la chambre qui met en scène son enfance. On peut aussi l'apercevoir dans le biopic de Baz Luhrmann. Et dernier fun fact hyper cool, dans une édition limitée de 96, Freddie Freeman, l'identité cachée de Captain Marvel Jr., devient King Marvel, avec un look qui rappelle le chanteur. Harley Quinn est d'abord apparue en 92 dans la série animée Batman, avant de rejoindre les vignettes des comics en 93. C'est hyper rare comme cas dans le monde des comics. Et pour petite piqûre de rappel, au départ, Harley Quinn, c'était pas la version Margot Robbie, elle ressemblait plutôt à ça, un vrai harlequin. Dites, je voudrais revenir un instant sur cette histoire de super pouvoir un peu flingué là avec le mec qui crache des trucs depuis son nombril. Non, parce que je suis aussi tombé sur Flatman, un super héros en 2D qui peut se rendre invisible en se mettant, hop, de profil. On me voit, on me voit plus. On a aussi Danny the Street, qui est une sorte de rue intelligente, qui pense, qui peut s'exprimer à travers les vitrines et qui se déplace de ville en ville. Ou encore Ice Cream, un super vilain cette fois-ci, qui peut se transformer en n'importe quel parfum de crème glacée. Est-ce que vous sentez quand même les journées de taf où les dessinateurs étaient pas hyper inspirés? Apparemment, l'ambiance chez Marvel en 79 ne devait pas être ouf. En tout cas, c'est ce qui a poussé le dessinateur Dave Cockrum à donner sa lettre de démission. Quelle n'était pas sa surprise de découvrir sa lettre dans le numéro 127 d'Iron Man, imprimé tel quel, en lieu et place de la lettre de démission du majordome de Tony Stark. Une bonne moquerie de la part du groupe qui montre qu'il a peut-être pas eu tort de se barrer, hein. Le tour du monde des héros. Direction l'Espagne pour rencontrer un nouveau super-héros, Puffman. Alors oui, c'est un peu moins classe que Judge Dredd ou Captain Canuck, mais déjà, premier truc cool, il est accompagné de Puffcat, un chat anthropomorphe qui imagine tout un tas d'inventions et qui devrait peut-être en profiter pour créer une vraie fermeture éclair pour son pote. Mais au-delà de ça, Puffman c'est surtout un super-héros assez maladroit et une belle parodie de Batman. On le voit rien qu'au costume. Le groupe Kiss a fait une apparition dans le comics Howard the Duck. Un petit caméo qui a laissé place à un comics entier avec les membres du groupe en super-héros. Pour la petite anecdote, chacun a fourni un flacon de son propre sang afin de l'intégrer à l'encre utilisée pour imprimer le comics. Ouais, c'est un move assez rock, hein, qu'on se le dise, mais pas autant que celui d'apparaître dans un épisode de Scooby-Doo. Attendez, c'est beaucoup plus stylé, non? Connaître la première super-héroïne de l'histoire, c'est compliqué. Selon le Guinness World Record, 2 personnages revendiquent ce titre. Fantomas ou Woman in Red. Fantomas, c'est un comics publié pour la première fois en 40 et qui met en scène Fantomas, donc une sorte de déesse qui protège les jungles d'Afrique. Elle a la particularité de pouvoir prendre cette apparence, alors ne la cherchez pas trop. La même année est sortie Woman in Red, une femme à la croisée entre Sherlock Holmes et James Bond qui combat le crime en long manteau et masque rouge. Mais il ne faut pas oublier le personnage de Jane Jem du comics Magician from Mars, publié quelques mois avant, en 1939.
bref, on sait pas trop du coup laquelle des trois est vraiment la première. Bruce Wayne, Batman, a un ancêtre totalement réel, Anthony Wayne. C'était un général américain qui a vécu au XVIIIe siècle et qui a été surnommé Anthony le Fou. Pourquoi ? Parce qu'il n'aurait pas accepté de lever une sanction de 29 coups de fouet sur un de ses hommes. Pour la petite anecdote, il apparaît même dans ses 2 numéros publiés en 69. Et puisqu'on parle de Batman, je dois vous parler de la série et du film de 1966 avec Adam West dans le rôle principal. Cette masterclass possède son lot de scènes cultes. La course mythique avec la bombe, le combat fantastique contre le requin, ou encore la compétition de surf entre Batman et le Joker. Vraiment, ce truc est à voir une fois dans sa vie. Mais ce n'est pas tout. Vous aviez aussi la possibilité de voir un caméo de Bruce Lee. Il reprenait son personnage de Kato, présent dans le Frelon Vert, lors d'un crossover entre les deux séries. Et dernier petit fun fact, l'acteur qui jouait le rôle de Robin a dû prendre des cachets qui étaient censés rétrécir son attribut... BITE. jugé un petit peu trop voyant par une organisation qui s'occupait de traquer et interdire les images qu'elle jugeait choquantes à la télévision. Après, faut pas s'étonner, quoi. Vraiment, son costume, c'est un slibard. Hein. Le tour du monde des héros. Si les États-Unis ont Doctor Strange, l'Australie a Cleverman, l'homme intelligent. Il a été créé pour une série télé qui met en avant les communautés autochtones australiennes. La majorité des acteurs en sont issus. Le personnage est d'ailleurs un clin d'œil à cette culture puisqu'il fait référence aux Clevermen, des sortes de guérisseurs, de guides spirituels qui diffèrent en fonction de chaque communauté. Le super-héros habite dans un monde futuriste où il fait justice. Armé de son don, il peut voir ce que les autres ne voient pas. Judex est peut-être le premier héros justicier français. Il apparaît pour la première fois dans un film muet et un feuilleton sorti simultanément en 1917. C'est un homme dont la seule motivation est de se venger d'un banquier qui a ruiné sa vie. Ça vous paraît peut-être hors sujet. Et si je vous dis qu'il a été une source d'inspiration pour The Shadow, un personnage de comics des années 30? Et si je vous dis aussi que Judex a été intégré à l'univers Marvel dans quelques volumes? Vous me répondriez que c'est stylé et vous auriez bien raison. L'histoire derrière les Tortues Ninja est folle. Originellement, le comics devait être un one-shot, une sorte de parodie du super-héros Daredevil avec une touche punk. C'est d'ailleurs pour ça que les auteurs, Kevin Eastman et Peter Laird, ont choisi des tortues, animal réputé lent, pour incarner des ninjas, des mecs ultra furtifs et agiles. En 84, ils parviennent à financer leur premier exemplaire qui s'est vendu comme des petits pains. Ce succès leur a permis de se faire connaître d'un agent qui a rendu les tortues plus commerciales. Et voilà, en gros, comment nos tortues fans de pizza sont devenues un banger multigénérationnel. Le tour du monde des héros. Guardian Prime est le super-héros du Nigeria. Il est tout simplement l'équivalent de Superman. Le créateur du personnage a monté une société multimédia pour développer des œuvres qui mettent en scène des super-héros auxquels le peuple nigérian et africain plus généralement puisse s'identifier. Todd McFarlane est un dessinateur qui a une petite private joke avec Félix le chat, à tel point qu'il l'a dessiné dans chaque comics Spider-Man sur lesquels il a travaillé. On s'entend, parfois faut bien zoomer, mais il est là à chaque fois. Watchmen possède un chapitre construit entièrement symétriquement, que ce soit au niveau des couleurs utilisées, des objets que l'on retrouve d'une case à l'autre, ou des dessins, c'est juste bluffant. Je vous mets un article hyper complet en description qui explique tout ça. Plus tôt dans la vidéo, je vous parlais des Avengers du Moyen-Âge, les 9 preux. Mais c'est surtout à partir du 19e siècle qu'on retrouve des héros avec des capacités exceptionnelles, et vous en connaissez déjà pas mal. Sherlock Holmes, Captain Nemo ou encore le comte de Monte Cristo sont en quelque sorte les précurseurs de nos Superman et compagnie. Je veux dire, même au niveau du format, hein, les comics sont des enfants lointains des romans feuilletons du 19e siècle. Ces romans publiés morceau par morceau dans les journaux, comme ceux de Jules Verne par exemple. On s'en rend pas forcément compte parce que pour nous ces livres ont déjà acquis leur lettre de noblesse, mais à l'époque c'était vraiment des œuvres destinées au peuple, qui faisaient partie de leur pop culture si j'extrapole. Tout ça pour dire que les héros du 19e siècle ont préfiguré le genre de nos super-héros. L'origine du super-héros est un thème incontournable, que ce soit dans les films ou les comics. Chacun a son histoire, plus ou moins traumatisante, la piqûre d'araignée, l'exposition aux rayons gamma. J'ai voulu voir s'il en existait une dingue, une complètement folle, et je suis tombé sur l'histoire de Longshot. Longshot déjà a été créé à partir de l'ADN de Shatterstar, un autre super-héros venu du futur, mais par un jeu subtil de n'importe quoi,
Shatterstar est aussi le fils de Longshot. Ce qui fait que Shatterstar est à la fois le père et le fils de Longshot. Et inversement. Venom a été créé par un fan. Il avait participé en 82 à un concours de Marvel qui proposait aux gens d'inventer le nouveau méchant dans Spider-Man. Eh bien, visiblement, il l'a remporté haut la main. J'imaginais perso que le gars était blindé au max. Je veux dire, il a quand même inventé Venom. Eh ben, vous allez pas me croire. Je suis tombé sur une lettre de la vente. Il a vendu son idée pour $220. The Boys est un comics qui s'est fait surtout connaître dans le monde grâce à la série diffusée sur Prime Video. C'est un univers ultra violent où les codes des films de super-héros sont complètement renversés. Dans le comics, les dessinateurs se sont inspirés de l'acteur Simon Pegg pour créer Huey, l'un des personnages principaux. Simon Pegg, que l'on retrouve dans la série et qui joue le père de Huey. Beaucoup trop cool, non? Wolverine est un gros blaireau. Ok, pardon, Wolverine est un goulot. C'est pas une insulte, messieurs dames, c'est littéralement ce que veut dire Wolverine en français. Ce petit animal qu'on connaît davantage sous le nom de glouton est de la même famille que le blaireau. Il vit entre autres au Canada et il est connu là-bas comme étant un animal dangereux, féroce, agressif. Comme quoi, l'habit ne fait vraiment pas le moine. Si on a longtemps pensé que Wolverine était inspiré d'un félin, c'est à cause de la traduction française qui a utilisé le mot serval. Que bon, c'est quand même bien moins stylé d'appeler son perso le goulot. C'est le nouveau X-Men, le blaireau, le X-Men goulot. Wouh. L'univers Marvel est comme le nôtre, en expansion. De nouveaux super-héros continuent d'être créés. L'un des plus récents est Anna Ameyama, une chef qui se fait détruire son food truck par Iron Man. Il lui propose alors de l'embaucher comme chef personnel, et voilà. C'est à peu près tout. Le seul super pouvoir de la nouvelle super-héroïne Marvel, pour l'instant, c'est de faire des sandwichs. Bon, elle finit quand même à Asgard pour préparer le gâteau d'anniversaire de la mère de Thor, mais non, pour l'instant, il n'y a pas de steak tueur, de salade volante, de spatule shuriken. Il existe quasiment une trentaine de types de kryptonite. Vous savez, cette roche qui réduit les pouvoirs de Superman. Et dans le lot, on trouve la kryptonite X. Elle a été créée par erreur par Supergirl, qui cherchait un remède à la kryptonite verte. Sa petite particularité, elle donne des pouvoirs à tous les êtres vivants qui n'en ont pas. C'est comme ça que Streaky, le chat de Supergirl, est devenu Supercat. Voici Saitama, le super-héros du manga One Punch Man. Pour le coup, lui, il est complètement cheaté, parce que d'un seul coup de poing, il terrasse n'importe quel ennemi. Il est donc un petit peu blasé, vous voyez, ça c'est sa tête au repos. Mais bon, pendant ses combats, rien à voir, beaucoup plus stylé. Eh bien, ce gars, ce super-héros invincible, s'avère être une inspiration de ce mec, Anpaman, qui date de 73. Le créateur de One Punch Man n'a pas officiellement reconnu le lien entre les deux héros, mais entre la tête chauve, le costume aux couleurs inversées, le super coup de poing et juste, excusez-moi, la prononciation de Anpaman ou One Punch Man à la japonaise, ça ressemble beaucoup, on ne peut pas faire genre qu'on voit pas le lien. Vous avez déjà sûrement vu El Santo, sans trop savoir qui il était. C'est ce catcheur avec cette cagoule grise hyper connu en Amérique. Il apparaît dans un combat face à Spider-Man aux côtés de Captain America ou encore dans le film Coco, une vraie légende populaire. Mais avant d'être un personnage de BD, El Santo, c'est surtout lui, Rodolfo Guzman Huerta, un catcheur et acteur mexicain du XXe siècle qui a été érigé en symbole de justice. Il n'a jamais perdu son célèbre masque au combat et a dévoilé son visage seulement peu de temps avant sa mort. Vous me connaissez, j'aime bien les statistiques. Et au vu de tous les films Marvel et DC Comics qui sortent chaque année, j'ai pas pu m'empêcher de faire quelques calculs. J'ai pris la liste des personnages que proposent Marvel et DC Comics. Bon, ça varie un petit peu, mais disons 2117. Si on imagine une trilogie par personnage, on arrive à 6351 films. Maintenant, à vous de voir. Soit ça vous prend 6351 ans avec un film par an, soit 2117 ans s'il y a 3 films qui sortent chaque année, soit 17 ans si un film sort tous les jours de l'année. Si vous ne vous sentez pas d'attaque de passer 2117 ans à regarder des films de super-héros, j'ai la solution pour vous, le générique comic book. Un livre que Marvel a publié en 84 et qui est un véritable ovni littéraire. C'est l'histoire d'un super-héros qui se bat contre un super-vilain et qui parvient à faire triompher le bien. Et je n'ai rien simplifié. Le personnage principal s'appelle super-héros et le méchant s'appelle super-vilain. Il s'agit d'une histoire où il n'y a aucun détail qui pourrait la rendre unique. En gros, une histoire dans laquelle vous pouvez reconnaître n'importe quel comics que vous avez déjà lu. Mark Grunwald, un dessinateur et éditeur de comics à l'origine de quelques scénarios de Captain America ou Iron Man, aimait tellement son métier qu'il a littéralement fini dans les pages d'un comics. À sa mort, ses cendres ont été mélangées à l'encre utilisée pour imprimer le comics Escadron Suprême. J'ai regardé, les exemplaires scellés peuvent monter à plus de $1000. Sur cette couverture, celle-ci ou encore celle-là, vous pouvez lire Captain America
Commie Smasher, ce qui veut dire en gros Captain America, l'écrabouilleur de communistes. Ça c'était en pleine guerre froide, mais Captain America s'est aussi battu contre d'autres groupes qui ont mis le bazar dans le monde à certaines époques et qui m'obligent à mettre plein de flou sur les images. Merci le robot de YouTube. Le bon Captain a toujours été un symbole du patriotisme américain et a été régulièrement utilisé comme un outil de propagande pour valoriser le pouvoir américain. C'est également le cas pour d'autres comics comme Superman ou Wonder Woman. En parlant de Captain America, le numéro 1 publié en 1941 serait un des comics les plus chers au monde, vendu, tenez-vous bien, 3,1 millions de dollars en avril 2022 pendant une vente aux enchères. Le tour du monde des héros. Adrien Sedelman est un professeur qui aime bien traduire des œuvres littéraires. Il est un peu timide, un peu frêle, mais la nuit, il devient Cyber Six, une surfemme génétiquement modifiée qui tente de fuir son créateur en prenant l'identité d'Adrien. Je sais, c'est compliqué, mais ça a l'air vraiment trop cool. Avez-vous une idée du pays d'où provient ce comics? Il s'agit de l'Argentine. À Gotham City se trouve l'asile d'Arkham, un lieu où finissent souvent les ennemis de Batman. Mais Arkham, c'est avant tout une ville fictive présente dans l'œuvre de Lovecraft. Elle apparaît dans plusieurs intrigues écrites par l'auteur, dont La Maison de la Sorcière, Le Monstre sur le Seuil, ou encore dans L'Abîme du Temps. Un joli clin d'œil d'une littérature à l'autre. Si je vous dis Lose Yourself, Godzilla, Rap God, Not Afraid, vous me direz évidemment Eminem. Qu'est-ce que fait Eminem dans une vidéo sur les super-héros? Bah c'est très simple. Déjà, c'est un énorme fan de comics, il a écrit une musique du film Venom, et surtout, il a été un personnage de comics le temps d'un exemplaire du Punisher intitulé Kill You, vendu en 2009. Le truc est si collector que sa revente peut atteindre jusqu'à 6000 $. Le tour du monde des héros. L'un des premiers super-héros français de bande dessinée s'appelle Fantax et date de 1946. Mais désolé pour notre héros pétillant, car il n'est pas aussi connu et populaire que la super-héroïne qui cartonne dans le monde entier depuis plusieurs années chez les plus jeunes, et les moins jeunes aussi, Ladybug. Une super-héroïne coccinelle accompagnée de son partenaire Chat Noir qui s'occupe de protéger Paris des attaques du papillon. C'est français, et si ça vous intéresse, un film est à l'affiche à l'heure où je vous parle. Je sais qu'on est sur une vidéo de super-héros, mais parlons un peu de super-vilains quand même. Heath Ledger, connu pour son rôle iconique du Joker, s'est préparé à fond pour ça. Dans un documentaire, on apprend qu'il s'est enfermé dans une chambre d'hôtel pendant plusieurs semaines et a rempli des carnets de notes et d'images qui l'ont inspiré. On peut y voir une hyène, un clown, Orange Mécanique ou encore des cartes de Joker. Jeremy Renner, l'acteur qui joue Hawkeye dans la franchise Marvel, s'est entraîné avec des archers olympiques pour avoir l'air le plus crédible possible dans son rôle. Un peu plus tôt, je vous disais que Captain America avait été utilisé à des fins de propagande, et bien rebelote en 2005, puisque le bon Captain, ses potes les Avengers ainsi que les 4 Fantastiques ont été utilisés pour promouvoir les efforts de guerre en Irak. Marvel a ainsi distribué une bande dessinée personnalisée aux troupes militaires présentes au Moyen-Orient. Elle a été tirée à 1 million d'exemplaires et comportait le message « America supports you », ainsi que « Marvel salue les vrais héros, les hommes et femmes de l'armée américaine ». Le tour du monde des héros. Sisakman vient conclure notre fabuleux tour du monde des super-héros. Il nous vient tout droit de Malaisie. Après avoir bu un café qu'un gecko a contaminé, à la manière de Spider-Man, il est naturellement devenu un homme gecko. Il dort sur le plafond, fait des trucs de gecko et se comporte comme un demeuré auprès des gens. Non vraiment, regardez ces extraits, c'est un truc de fou. Le film est disponible sur YouTube et je vous jure, c'est un enchaînement d'absurdités et de non-sens absolument exceptionnel qu'il vous faut découvrir. Les comics ne dérogent pas à la règle des Easter eggs, vous savez, ces petites références cachées que l'on peut trouver un peu n'importe où. Dans le numéro 118 de New X-Men, dessiné par Ethan Van Sciver, des fans se sont aperçus que l'artiste avait caché le mot SEX dans plusieurs pages du comics. Il apparaîtrait 18 fois. Les super-héros existent dans la vraie vie. Ils ont même un site. Je leur ai même laissé un petit message pour voir s'il y avait de la place pour moi. Bon, blague à part, ça a l'air d'être assez sérieux, car il y a même une charte avec 12 commandements à suivre. Il faut œuvrer pour le bien, rendre le monde meilleur, ou encore être bien préparé physiquement, mentalement et matériellement. Et ils sont pas les seuls, hein. Ce wiki est entièrement dédié aux super-héros de la vie réelle. C'est vachement documenté, il y a tous les groupes référencés par continent, par pays, c'est vraiment un monde à part. DC Comics a publié un univers alternatif où c'est Bruce Wayne qui décède à la place de ses parents. C'est donc Thomas Wayne, le père, qui devient Batman, et Martha Wayne, la mère, qui devient non pas Catwoman, mais le Joker.
Les super-héros sont surtout là, en Amérique du Nord, mais des justiciers se cachent aussi en Amérique du Sud. À Lima, vous trouverez Captain America, Spider-Man et Thor en pleine arrestation de mecs soupçonnés de trafic de petites poudres blanches. Ces policiers ont profité d'Halloween pour passer incognito et surprendre les présumés coupables avec une mise en scène de fou. Les gars, ils sont suivis par un type qui a un haut-parleur sur les épaules et qui joue à fond la musique d'Avengers. C'est des génies. Je me devais de finir cette vidéo par ce fait. Car oui, la vidéo est déjà finie. Il est temps de retourner sur notre belle C53, Midgard, ou Terre 199 999. Retour sur Terre, quoi. J'espère réellement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à inonder les commentaires pour nous dire si vous connaissiez tous ces faits surprenants. Et surtout, n'hésitez pas à me citer votre super-héros préféré. Perso, j'hésite encore entre la rue vivante ou le mec qui sort des trucs de son nombril. J'arrive pas à les départager. Allez, salut Internet.